Yasmine Abdel-Fadel. Il était sur place aujourd'hui pour faire face à la contre-manifestation qui s'est organisée au campus McGill. On parle avec Niall Clapham-Ricardo, membre de Voix juive indépendante. Bonjour. Bonjour, je suis encore à la contre-manifestation. Comment ça se passe sur le terrain? Ça se passe bien. Écoutez, nous, on est serein parce qu'on sait qu'on est du bon côté de l'histoire. Et puis, il n'y a pas eu d'affrontement. Tout s'est passé relativement dans le calme. C'est sûr qu'il y avait certaines personnes qui, à cause de notre présence juive en solidarité avec les Palestiniens, n'étaient pas très contents de tout ça. Mais nous, on était contents d'être là et de pouvoir être solidaires de nos sœurs et frères palestiniens. Vous êtes juif, vous le dites vous-même, vous êtes de confession juive, mais vous êtes avec les pro-palestiniens. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Parce que je pense que c'est très important de faire la distinction entre le sionisme et le judaïsme. Le sionisme et le judaïsme, ce ne sont pas les mêmes choses. D'ailleurs, ça n'a jamais été le cas. Il y a toujours une opposition au sein des communautés juives au sionisme dès son inception, au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, c'est très, très important pour nous, dans notre tradition juive. On se fait même un devoir de venir s'opposer aux politiques qu'on voit en ce moment à Gaza, le massacre, les fausses communes, l'attaque contre les hôpitaux. En tout cas, j'en passe parce que tout le monde l'a vu, il le connaît. Et ceux qui ne veulent pas le voir, ils sont un peu dans le déni en ce moment. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas, dans notre fière tradition juive, ne pas être aux côtés de nos amis et alliés palestiniens en ce moment. Les personnes qui font partie de la contre-manifestation aujourd'hui, évidemment, réclament de la libération des otages, évidemment, dénoncent ce qui s'est passé le 7 octobre, évidemment, cette attaque barbare. En quoi ce qui est dénoncé par la contre-manifestation est en opposition avec ce que propose votre organisation? C'est un peu comme si la contre-manifestation était dans un univers parallèle. Je veux dire, en ce moment, il y a un bombardement massif de Gaza, presque 40 000 morts. On parle de maladies qui sont en train d'être transmises. Là, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle aujourd'hui, mais à cause des corps qui sont encore sous les décombres, on bombarde une population civile, là, parce que la bande de Gaza, c'est l'endroit au monde le plus peuplé au niveau de la densité. Et on bombarde cet endroit-là depuis 6 mois. Les otages ne sont pas revenus. Donc, il faut poser cette question-là aux contre-manifestants. S'ils veulent que les otages reviennent, qu'on fasse la paix, qu'on se mette d'accord pour un véritable paix. Et je pense que ce que ces gens-là ne veulent pas, c'est une égalité pour le peuple palestinien. C'est aussi simple que ça. Parce que si on parle seulement des otages et on ne parle pas de tous les enfants, de toutes les femmes, il y a des femmes qui sont enceintes à Gaza en ce moment, qui doivent accoucher dans des conditions atroces. Puis moi, j'aimerais qu'on parle plus de ça. Si on veut parler des otages, pas de problème, mais parlons de tout le monde. Est-ce que vous êtes perçu par votre communauté confessionnelle comme étant un traître à la cause israélienne? J'ai jamais été fidèle à la cause israélienne, je suis fidèle à la cause juive. Et la cause juive, c'est la cause de la justice. En tout cas, pour moi, c'est dans ça qu'on m'a élevé. Puis c'est la cause à laquelle je porte, c'est la cause à laquelle j'appartiens. Si certains me voient comme un traître, il y a des milliers de plus qui me voient comme quelqu'un avec lesquels ils peuvent s'identifier. Et j'espère, et je le sais en fait, parce qu'il y a beaucoup de jeunes juifs qui sont venus me parler dans les derniers mois, qui me voient comme un début de changement au niveau de ce qui se passe à l'intérieur d'eux, que notre parole, la voix juive indépendante, porte autant sur les jeunes juifs ici et à travers le Canada. C'est justement parce que, en tant que communauté juive, beaucoup de nos jeunes se disent: je ne peux pas aller à une manifestation pour Black Lives Matter, mettre mon genou à terre et le lendemain aller célébrer le bombardement de Gaza. C'est intenable, c'est insoutenable. Donc, pour ces gens-là, je ne pense pas que je sois un traître. Monsieur Ricardo, la question qui vient me chercher, c'est que depuis plusieurs jours, on dit que dans ces campements-là, sur l'Université McGill, il y a des discours qui sont antisémites, il y a des discours qui sont portés pour l'annihilation d'Israël et du peuple juif. Vous êtes à l'intérieur, vous êtes juif. Dites-nous la vérité. Je pense... Oui, je vous ai perdu 2 secondes. Excusez-moi.
je vous disais, on nous dit que dans ce campement-là, c'est finalement un nid à discours haineux, discours antisémite. On parle d'annihilation d'Israël, de nier le droit d'Israël d'exister. Vous êtes juif, vous êtes à l'intérieur des campements. Dites-nous la vérité qui se passe à l'intérieur. La vérité, c'est que la première journée du campement, il y a eu un souper pour le Shabbat, pour la Pâque juive. Donc, pour moi, les discours antisémites, on a parlé d'une vidéo, on l'a jamais vue, on a parlé de certains slogans. En tout cas, moi, je suis juif et je sais qu'il y a plein de juifs ici. D'ailleurs, les organisateurs de ce campement étaient juifs et juives, ils étaient des associations de Voix juive indépendante, McGill et Concordia, qui participaient à l'organisation de ce campement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y avait un atelier ce matin avant la contre-manifestation à comment être un bon allié de la cause juive et comment justement faire la distinction entre judaïsme et antisémitisme. Et si je peux me permettre, ceux qui viennent me chercher, moi, c'est que dans les médias, excusez-moi là, je suis dehors, donc il y a des insectes qui me posent sur moi, dans ce qui vient me chercher, c'est cette idée que on doit toujours défendre Israël si on est juif. Si on est québécois, est-ce qu'on devrait toujours défendre la CAQ? Est-ce qu'on devrait toujours défendre les positions politiques des partis au pouvoir? Non. Et pour moi, l'affaire là-dedans, c'est que il faut distinguer judaïsme et sionisme et antisémitisme et critique légitime d'Israël. Est-ce que les personnes devant vous avec le drapeau israélien, est-ce que vous les qualifiez de pro-Netanyahou ou est-ce que ce sont juste des nationalistes israéliens qui veulent qu'Israël puisse vivre en paix et en sécurité? Moi, je les qualifie pas. C'est eux qui me qualifient de beaucoup de choses. Moi, je les qualifie pas. Je suis pas là pour qualifier ces gens. Cependant, ce que je dirais, c'est que, comme j'ai dit avant, j'ai du mal à m'expliquer. Aujourd'hui, après tout ce qu'on a vu, des meurtres de filles, des meurtres de personnes humanitaires, des pris par cible, des massacres infâmes, s'ils sont vraiment pour Israël et pour l'existence de l'État israélien, s'ils veulent vraiment qu'Israël soit le meilleur État possible, pourquoi ils soutiennent ça? Pourquoi ils soutiennent des choses qu'on n'accepterait jamais? Imaginez-vous si les Russes avaient fait ça en Ukraine. D'ailleurs, toute ma solidarité avec la cause ukrainienne, s'ils avaient fait ça en Ukraine, on n'aurait pas arrêté de parler de ça pendant des mois, alors qu'on a parlé pendant une semaine, il y a eu quelques condamnations, puis on est passé à autre chose. C'est inacceptable ce qui se passe à Gaza en ce moment. Et si, moi je ne suis pas du côté pro-israélien, comme vous le savez très bien, mais si on est du côté pro-israélien, pourquoi on ne critique pas? C'est ça la question que je leur pose. Je vais vous poser une question de manière très ouverte et de manière très franche. Il y a une initiative avec un écran géant qui a été déposé devant votre campement où on reprend les images du 7 octobre. Est-ce que pour vous, le 7 octobre, ce sont des actes terroristes? Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste et est-ce que vous soutenez les actions qui ont été posées le 7 octobre? Non, bien sûr que je soutiens pas les actions qui ont été posées par la Hamas et bien sûr que je soutiens pas les actions contre des populations civiles. Le mot terroriste, on l'utilise contre la Hamas, mais je me demande ce qui est fait, par exemple, par le gouvernement israélien aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait le qualifier de terroriste qu'on est en train de faire un bombardement indiscriminé là, de populations civiles, qu'on est en train de s'attaquer à des hôpitaux? Pour moi, c'est sûr que je m'oppose au Hamas, je me suis toujours opposé à toute meurtre de population civile, mais vous savez aussi bien que moi que le conflit ou la guerre qu'il y a eu en Palestine en ce moment, ça commence pas le 7 octobre. Là. Ça fait des décennies qu'on est là-dedans. Ça fait presque 100 ans que le peuple palestinien est opprimé. Et puis, on parle du 7 octobre comme si le 7 octobre était le début de tout. Le 7 octobre, c'est pas le début de tout. Moi, je veux la paix. Je suis pro-paix. Et ce que je veux, c'est la libération pour le peuple juif. Et je veux la libération pour le peuple palestinien aussi. Et ça veut dire l'arrêt de l'embargo à Gaza. Ça veut dire l'arrêt de l'apartheid. Et ça veut dire une véritable libération pour les deux peuples. Les deux peuples peuvent vivre ensemble sur l'espace qu'on appelle Israël et Palestine. Est-ce que vous pensez encore à la solution à deux États? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème avec la solution à deux États, c'est la colonisation massive qu'on a vue en Cisjordanie. D'ailleurs, dans les derniers mois, on a eu une colonisation encore plus massive, construction. On a eu des ventes ici à Montréal de terres illégales au niveau du droit international en Cisjordanie. Donc, la solution à deux États, je pense que dans les faits, la solution à deux États, malheureusement, elle est impossible.
Pas parce que les Palestiniens ne le veulent pas nécessairement et pas parce qu'il y a certains Israéliens qui ne le veulent pas. Je sais que des deux côtés, il y a des personnes qui le veulent. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec les politiques que nous, on a soutenues depuis des décennies, depuis la fin des accords de Oslo, la politique, la réalité sur le terrain fait en sorte que il y a des grands problèmes avec ça. L'autre affaire que je voudrais dire au niveau de la solution de deux États, c'est que toutes les réfugiés, toutes les familles palestiniennes qui sont parties pendant la Nakba, qui ont dû quitter la Palestine historique, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes? Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui sont entassées, par exemple, dans des cas de réfugiés, comme c'est le cas d'ailleurs de Ruba Ghazal, qui est d'origine libanaise, palestinienne, comme c'est le cas de beaucoup de personnes au Jordan. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là? Ces personnes-là, ils n'ont pas le droit de retourner sur la terre de leurs ancêtres? Non, c'est insoutenable. Mais monsieur Ricardo, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que McGill peut faire à ça si toutes les nations n'ont pas réussi à régler ce conflit-là? Là, aujourd'hui, ce sont McGill, d'autres étudiantes, la ville qui est bloquée. Qu'est-ce que vous demandez à McGill et qu'est-ce que McGill peut faire pour contribuer à cette paix-là? On peut tous contribuer à cette paix d'une certaine façon. La chose qu'on peut pas faire pour contribuer à la paix, c'est avoir, par exemple, des intérêts financiers dans des compagnies qui profitent directement de la violence faite aux Palestiniens en ce moment. Vous savez que, et peut-être beaucoup de Québécois et Québécoises ne le savent pas, mais McGill a, par exemple, des intérêts dans Lockheed Martin. C'est quand même incroyable. Dans une compagnie d'armement, est-ce qu'on veut que nos universités soient des universités où on porte le meilleur de nous, c'est-à-dire la prochaine génération pour la justice, pour amener une société plus démocratique, plus libre pour tout le monde, ou est-ce qu'on veut des universités qui, au final, c'est juste des entreprises qui profitent aussi, comme toutes les entreprises en bourse là, du massacre, ou par exemple, ils n'ont pas d'éthique. On va placer là où on fait plus d'argent, et c'est sûr que la guerre fait de l'argent. Donc, c'est ça qu'on demande à McGill. C'est quand même une demande assez simple. C'est de demander l'argent que vous avez dans ces compagnies-là, retirez-le et investissez-le de manière plus éthique. Si les individus aujourd'hui peuvent le faire dans leur portfolio, pourquoi McGill ne pourrait pas le faire? Qu'est-ce qu'on vous répond lorsque vous faites cette demande-là? Moi, j'ai pas fait la demande directement, c'est les organisateurs du campement, mais ce que je comprends, c'est que on veut pas de dialogue. On a dit d'ailleurs après 2 jours que le campement était légal, puis qu'on voulait le démantèlement du campement. Ensuite, on a parlé d'une vidéo qui circulait. En tout cas, on a allumé plein de feux de paille au niveau de l'antisémitisme pour essayer de justifier la fin de non-recevoir de l'université, de même jaser de ça. Je pense que, par exemple, des universités comme l'Université Brown aux États-Unis ont proposé un vote, là. Ils ont proposé un vote au niveau du désinvestissement. Pourquoi McGill ne ferait pas ça? Avant de vous laisser aller, Monsieur Ricardo, une question qui fait sourciller bien des chroniqueurs, des organisateurs, en fait, des personnes qui surveillent et qui regardent ça. Pourquoi tout le monde a le visage couvert? Il y a certaines personnes qui, malheureusement, à cause de la répression par exemple, il y a même moi, moi, je n'ai jamais le visage couvert. Vous me voyez partout. Vous faites une recherche avec mon nom, vous voyez très bien mes positions politiques. Mais moi, je peux me le permettre de le faire parce que je suis pas dans une situation où j'ai à craindre des représailles. Vous savez qu'il y a un membre de Voix juive indépendante à Québec qui a été exclu de sa synagogue. Il a jamais annoncé un mot au sein de sa synagogue au niveau de la politique israélienne, mais on l'a exclu pour des posts sur les médias sociaux. Je veux dire, c'est inacceptable aujourd'hui que des gens qui se tiennent contre un génocide soient doxed, là, comme on dit en anglais, le doxing. C'est inacceptable. Donc, je pense qu'il faut un peu renverser cette question-là et se demander pourquoi on permet aux gens de faire du doxing sur des personnes qui demandent juste qu'on arrête le meurtre d'enfants, de femmes et d'hommes à Gaza en ce moment. Vous avez peur qu'on puisse les identifier et finalement faire des pressions, notamment sur leurs employeurs et finalement les mettre de côté, les ostraciser dans la société comme étant des méchants pro-palestiniens, pro-Hamas. Niall Clapham Ricardo, membre de Voix juive indépendante, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.